Dans les années 1980, NWA était le monarque incontesté du gangsta rap. Le groupe a enregistré 2 albums de platine et a connu une ascension fulgurante à faire pâlir de jalousie un vaisseau spatial. Mais presque immédiatement après leur ascension au sommet, ils ont implosé. Dre s'est associé à Suge pour créer Death Row Records, ce qui a créé de graves dissensions entre Eazy-E et Dre. C'est devenu tellement fou que même Dr. Dre a commencé à vérifier par-dessus son épaule comme s'il devait de l'argent au parrain du gangsta rap. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi Dr. Dre avait peur d'Eazy-E, ennemi jusqu'au bout. À l'aube des années 1980, le hip-hop est sur le point de connaître un bouleversement sismique. Au cœur de Compton, en Californie, 2 jeunes talents sont sur le point de s'unir et de créer une révolution musicale qui changera à jamais le genre. Dre et Eazy-E étaient destinés à devenir les forces motrices de l'un des groupes de rap les plus influents de tous les temps. NWA. Dre, avec son talent de producteur et son oreille pour les rythmes révolutionnaires, s'était déjà fait un nom dans l'industrie musicale. Eazy-E, quant à lui, était un arnaqueur de rue devenu rappeur en herbe, avec un style brut et sans filtre qui captivait les auditeurs. C'est leur passion commune pour la musique et leur désir de raconter les histoires inédites de leur communauté qui les ont réunis. En 1986, Dr. Dre et Eazy-E, ainsi que Ice Cube, MC Ren, DJ Yella et Arabian Prince, ont formé NWA. Leur album Straight Outta Compton, sorti en 1988, a changé la donne. Avec ses paroles et sa description sans complaisance de la vie dans les rues, l'album a touché une corde sensible dans tout le pays. Le succès de Straight Outta Compton a propulsé NWA dans le grand public, mais il l'a aussi confronté à la controverse. Les paroles explicites de l'album et la description sans phare de la violence et des brutalités policières ont suscité l'indignation et entraîné des appels à la censure. Mais NWA a refusé de reculer, restant ferme dans son engagement à dire sa vérité. Les graines du doute commencent à germer au sein du groupe au fur et à mesure que les tensions s'accroissent. Eazy-E, en tant que fondateur de Ruthless Records, le label qui distribue la musique de NWA, exerce un contrôle important sur les finances du groupe. Cette dynamique de pouvoir, combinée à l'influence croissante du manager Jerry Heller, a créé un fossé entre Eazy-E et le reste des membres, en particulier Ice Cube. Les différences créatives et les différends financiers conduisent finalement au départ d'Ice Cube de la NWA en 1989, ce qui ne fait qu'attiser l'animosité au sein du groupe. Le départ d'Ice Cube a laissé un vide qui ne pouvait être comblé, et les membres restants se sont retrouvés en désaccord les uns avec les autres. Mais c'est le fossé grandissant entre Dr. Dre et Eazy-E qui a conduit à la querelle explosive qui a défini leur relation. Le contrôle d'Eazy-E, combiné à l'influence du manager Jerry Heller, a créé une dynamique de pouvoir qui a donné à Dr. Dre le sentiment d'être marginalisé et sous-estimé. Malgré son talent indéniable et sa contribution au succès de NWA, Dre se sentait éclipsé par le contrôle d'Eazy-E sur les décisions du groupe. Ce ressentiment grandissant deviendra le moteur de la querelle qui s'ensuivra. Les désaccords entre Dre et Eazy-E allaient au-delà des questions d'argent. Leurs différences personnelles et créatives constituaient une grande partie du problème. Dre, qui s'attache à perfectionner chaque détail de la musique, s'oppose au style plus spontané d'Eazy-E. Dre veut évoluer sur le plan artistique, tandis qu'Eazy-E a une approche plus décontractée. Dre voulait évoluer sur le plan artistique, tandis qu'Eazy-E avait une approche plus décontractée, ce qui a provoqué des conflits créatifs et un ressentiment croissant entre eux. La goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive en 1991, lorsque Dr. Dre découvre qu'il ne reçoit pas les royalties auxquelles il a droit de la part de Ruthless Records. Cette révélation aggrave encore le fossé entre Dre et Eazy-E. La querelle entre Dr. Dre et Eazy-E a atteint son paroxysme lorsque Dre a décidé de quitter NWA et Ruthless Records pour poursuivre une carrière solo. Cette décision a alimenté l'animosité entre les deux, car Eazy-E s'est senti trahi par le départ de Dre et l'a perçu comme une attaque personnelle contre leur amitié et l'héritage de NWA. Les retombées de la querelle entre Dr. Dre et Eazy-E auront des conséquences considérables pour les deux artistes. Après son départ de la NWA, Dr. Dre s'est lancé dans une carrière solo couronnée de succès, s'imposant comme l'un des producteurs les plus influents de l'industrie. Son album révolutionnaire, The Chronic, sorti en 1992, a consolidé son statut d'icône du hip-hop et préparé le terrain pour ses futurs projets. Pendant ce temps, Eazy-E continue de sortir de la musique sous le label Ruthless Records, mais l'absence de la production de Dre et la querelle en cours nuisent à son succès. Malgré ses efforts pour maintenir le label à flot, Eazy-E a eu du mal à reproduire le succès massif qu'il avait connu avec NWA.
Tragiquement, la querelle entre Dr. Dre et Eazy-E prendra fin de manière abrupte et dévastatrice. En 1995, Eazy-E est diagnostiqué comme étant atteint du sida, un diagnostic qui choque la communauté hip-hop. La nouvelle est un coup terrible, non seulement pour Eazy-E, mais aussi pour ses fans et ceux qui ont suivi son parcours. Bien que Dr. Dre et Eazy-E aient eu une relation tendue au cours de leurs dernières années, la maladie d'Eazy-E a profondément affecté Dre. La tournure tragique des événements a amené Dre à regretter la longue querelle et à souhaiter une réconciliation. La conscience que leur conflit leur a fait perdre un temps précieux et les a empêchés de se réconcilier a pesé lourdement sur Dre. Eazy-E est décédé le 26 mars 1995, quelques semaines seulement après avoir été diagnostiqué sidéen. La perte d'une personnalité aussi talentueuse et influente a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé. Après la mort prématurée d'Eazy-E, la communauté hip-hop a pleuré la perte d'une véritable icône. Dr. Dre, profondément affecté par la tournure tragique des événements, a entrepris une transformation personnelle. Il a reconnu la nécessité de dépasser l'amertume du passé et de s'attacher à construire des ponts plutôt qu'à les brûler. Cette nouvelle perspective va façonner la trajectoire de sa carrière et son approche de l'industrie musicale. Dans les années qui ont suivi, Dr. Dre est devenu le mentor et le collaborateur d'une nouvelle génération d'artistes, utilisant son influence et son expérience pour guider et soutenir leur carrière. Son engagement à promouvoir un sentiment d'unité et de collaboration a eu un impact durable sur l'histoire du hip-hop. Maintenant, en regardant leur querelle, la raison pour laquelle Dr. Dre avait peur d'Eazy-E était la même raison pour laquelle Eazy-E n'avait pas peur de Suge Knight. Regardons les choses en face. Malgré ce que suggère le film Straight Outta Compton, Eazy-E n'avait pas peur de Suge Knight. La réalité est plus intéressante. Eazy-E et Suge se respectaient mutuellement et partageaient un objectif commun, assurer la sécurité de leur quartier, Compton et Watts. Rien ne prouve qu'Eazy-E ait jamais été attaqué par les Bloods de Death Row Records. Il n'y a pas si longtemps, une histoire a révélé qu'Eazy-E avait l'intention de signer Tupac avec Bone Thugs, ce qui aurait pu changer la scène du rap. Malheureusement, ces plans ont été perturbés lorsque Eazy-E a dû se séparer de son ancien manager, Jerry Heller. Eazy-E avait le talent d'attirer les artistes loin des grandes maisons de disques. Il aurait pu faire venir Tupac d'Interscope, contrôlé à l'origine par Warner Music Group. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La bande originale de Above the Rim de Suge Knight a permis à Tupac de connaître un succès financier important. C'est un moment crucial pour Tupac, qui n'était pas propriétaire de ses droits musicaux jusqu'alors. Malheureusement, ce n'est que quelques semaines avant sa mort tragique qu'il a enfin pris le contrôle de sa propre musique. Eazy-E avait un grand avantage sur Dr. Dre et Snoop Dogg en termes de droits d'édition, ce qui a rendu Suge Knight malheureux. Les droits d'édition signifient que l'on possède et contrôle les compositions musicales, comme les paroles et les mélodies. C'est important car cela détermine qui reçoit de l'argent lorsque la musique est utilisée à la radio, en streaming ou sous licence. Le fait qu'Eazy-E détienne ces droits lui a permis de réaliser d'importants bénéfices sur les ventes de Death Row Records. Avant sa mort, Eazy-E contrôlait les droits de sa musique et de la musique produite par Dr. Dre. Cela signifiait qu'il touchait une part importante des bénéfices chaque fois que les morceaux de Dre étaient joués ou vendus. Suge Knight, propriétaire de Death Row Records, n'était pas satisfait de la propriété d'Eazy-E, car cela affectait son empire. Posséder des droits d'édition est essentiel pour obtenir des revenus à long terme et contrôler les créations artistiques. La propriété d'Eazy-E lui a donné une stabilité financière et une influence que beaucoup d'artistes n'avaient pas, contrairement à Dr. Dre et Snoop Dogg, qui ne possédèrent pas leurs droits d'édition à l'époque. La propriété de la musique de Dr. Dre a provoqué des tensions entre Eazy-E et Suge Knight chez Death Row Records. Suge voulait se développer et gagner plus d'argent, mais le contrôle d'Eazy-E sur la musique de Dre signifiait qu'il avait toujours son mot à dire dans le succès de Death Row. Suge a essayé d'intimider Eazy-E pour qu'il renonce à ce contrôle, mais le fort soutien d'Eazy-E de la part de la communauté mexicaine, connue sous le nom d'SS, l'a rendu intouchable. Les SS admirent Eazy-E et sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour le soutenir. Ce soutien des SS à Eazy-E était exactement la raison pour laquelle Dre avait peur de lui. Et c'est la raison pour laquelle Eazy-E n'a jamais eu peur de Suge. Lorsque vous avez des gens prêts à tout risquer pour vous, vous devenez puissant. Eazy-E a gagné le respect de la scène rap en se déplaçant librement entre Compton et les zones rivales contrôlées par les Mexicains. La communauté mexicaine voit en lui quelqu'un qui comprend ses luttes et soutient ses intérêts. Ce soutien a non seulement protégé Eazy-E de l'intimidation, mais lui a aussi donné de l'influence au-delà du monde de la musique. Sa capacité à établir des liens avec différentes communautés a montré qu'il pouvait combler les fossés et gagner le respect.
En réalité, Eazy-E n'a pas appelé Dr. Dre pour s'excuser, comme le montre Straight Outta Compton, le projet original de réunion de NWA. Avant la mort d'Eazy-E, impliquait Ice Cube, DJ Yella et MC Ren, DJ Quick remplaçant Dr. Dre. Bone Thugs et Above the Law étaient également censés en faire partie. Cette réunion aurait pu être légendaire et changer l'histoire du rap. Cependant, l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté. La collaboration de Dre avec Suge Knight n'a pas duré longtemps non plus. Les choses ne se sont pas arrangées avec Suge. Avant que leurs chemins ne se croisent, Dr. Dre s'était déjà fait un nom en tant que producteur et rappeur talentueux. De son côté, Marion Suge Knight, un ancien joueur de football devenu directeur musical, a ses propres aspirations dans l'industrie. Avec sa présence imposante et son sens des affaires, Suge avait des relations qui s'avéreraient inestimables dans leurs futures entreprises. C'est par l'intermédiaire d'une connaissance commune que Dre et Suge se sont rencontrés. Ils se sont rapidement rendus compte qu'ils partageaient une vision commune et un désir ardent de créer quelque chose d'extraordinaire. L'idée de créer leur propre label a commencé à prendre forme et Death Row Records est né. Les premiers jours de Death Row Records ont été marqués par l'enthousiasme et l'ambition. Dre et Suge se sont investis corps et âme dans la construction d'une plateforme qui mettrait en valeur leur talent et révolutionnerait la scène musicale rap. Ils étaient déterminés à créer un label qui donnerait aux artistes la liberté de s'exprimer de manière authentique. Cependant, leur voyage n'a pas été sans difficulté. Dre, toujours sous contrat avec Ruthless Records, doit faire face aux complexités juridiques pour se libérer de ses obligations. Cela signifie qu'il a dû verser une partie de ses gains à son ancien compagnon de label, Eazy-E, dans le cadre de leur accord. Malgré ce revers, le génie créatif de Dre continue de briller. En 1992, il sort son album solo révolutionnaire, The Chronic, sous le label Death Row Records. L'album a connu un succès immédiat, consolidant non seulement le statut de Dre en tant qu'icône du rap, mais introduisant également le monde à une nouvelle vague de rap de la côte ouest. Grâce aux compétences de Dre en matière de production et au sens des affaires de Suge, Death Row Records devient rapidement une force avec laquelle il faut compter. Des artistes comme Snoop Dogg, Ty Dolla $ign et Tupac Shakur rejoignent le label, renforçant ainsi son influence dans l'industrie. La production de Dre sur le premier album de Snoop Dogg, Doggy Style, met en évidence leur indéniable alchimie et ouvre la voie à un succès encore plus grand. Le partenariat entre Dre et Suge semblait inébranlable alors qu'ils traversaient ensemble les hauts et les bas de l'industrie musicale. Ils étaient unis par leur passion commune pour la création de musique révolutionnaire et leur engagement inébranlable envers leurs artistes. Alors que Death Row Records devient de plus en plus populaire, des problèmes commencent à surgir. L'image de gangster du label et son implication dans des activités illégales commencent à déranger Dre. Il a commencé à remettre en question la direction du label et son impact sur sa vie. Au milieu du chaos, la petite amie de Dre à l'époque, Michelle Le, a trouvé du réconfort dans les bras de Suge Knight. La relation entre Dre et Suge s'en est trouvée encore plus tendue, brouillant les frontières entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le style de vie des gangsters de Death Row Records devenant de plus en plus envahissant, Dre commence à prendre ses distances avec le label. L'atmosphère toxique, alimentée par la violence et la controverse, s'oppose au désir de Dre de jouir d'une liberté artistique et d'un environnement plus positif. L'un des principaux facteurs qui ont contribué à cette situation est l'agressivité croissante de Tupac Shakur, qui avait rejoint Death Row Records alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement. La libération de Tupac a marqué un tournant dans son comportement, puisqu'il s'est davantage impliqué dans le style de vie des gangsters qui imprégnaient le label. Certains pensent que l'influence de Suge Knight a joué un rôle dans la transformation de Tupac. La tension au sein de Death Row Records atteint son paroxysme lorsque Tupac s'engage dans une querelle très médiatisée avec Biggie Smalls. La rivalité entre les deux côtes, alimentée par les médias et l'industrie musicale, atteint des niveaux dangereux. L'environnement toxique de Death Row n'a fait qu'intensifier l'animosité. Il savait que pour protéger son propre bien-être et son intégrité artistique, il devait s'éloigner. Après le départ de Dre, Death Row Records s'est retrouvé dans une spirale descendante. La réputation de violence et d'activité criminelle du label, combinée aux batailles juridiques et aux luttes personnelles de Suge Knight, a mis à mal sa stabilité. L'empire autrefois puissant a commencé à s'effondrer et l'emprise de Suge Knight sur l'industrie a commencé à s'effriter. Après son départ de Death Row Records, Dr. Dre a dû faire face à une bataille juridique contre son ancien label. Dre a intenté un procès contre Death Row, affirmant qu'on lui devait des royalties et que sa musique avait été mal gérée. La procédure judiciaire a été intense, les deux parties présentant leurs arguments et leurs preuves. Finalement, Dre sort victorieux du procès qui l'oppose à Death Row Records. Le tribunal a statué en sa faveur, affirmant ses droits sur sa musique et lui accordant un règlement substantiel. Les batailles juridiques ne se sont pas arrêtées là.
Suge Knight, confronté à ses problèmes juridiques, s'est retrouvé empêtré dans un réseau d'accusations criminelles. En 1996, Knight est impliqué dans un incident très médiatisé dans un hôtel de Las Vegas, où il est accusé d'avoir agressé un homme. Cet incident a terni la réputation de Knight et a aggravé les problèmes juridiques auxquels il était confronté. Dans les années qui suivent, les déboires judiciaires de Suge Knight ne cessent de s'aggraver. Il est impliqué dans plusieurs affaires criminelles, allant de l'agression à la possession de drogue. Les batailles juridiques ont eu un impact sur sa vie personnelle et sur sa position dans l'industrie musicale. Alors que Dre se concentre sur la reconstruction de sa carrière et la création de son label, Aftermath Entertainment, l'influence de Suge Knight commence à s'estomper. Death Row Records, qui était autrefois une référence sur la scène du rap, a connu une baisse de popularité et s'est battu pour rester d'actualité. L'association du label à la violence et aux activités criminelles a fait des ravages, et les artistes ont commencé à prendre leur distance par rapport à sa réputation ternie. Le conflit entre Suge Knight et Dr. Dre a eu un impact durable sur l'industrie musicale. Malgré leurs batailles juridiques et leurs problèmes personnels, Dre et Suge Knight ont continué à se croiser dans l'œil du public. Suge Knight, lors d'interviews et d'apparitions publiques, a fait des déclarations sur Dre et a remis en question son rôle dans la production d'albums célèbres, suggérant même un manque d'amitié avec Tupac. Dre, cependant, est resté discret sur ces allégations, se concentrant sur sa musique et ses projets personnels. Malgré les difficultés, Dr. Dre a montré qu'il n'avait pas peur de Suge Knight. Il est allé au-delà des batailles juridiques et a témoigné contre Suge lorsque celui-ci était accusé d'homicide involontaire. Mais Dre et Eazy-E n'étaient pas les seuls rappeurs à ne pas avoir peur de Suge. Il y en avait un autre qui refusait lui aussi de reculer devant lui. Lors du tournage du clip vidéo In Da Club, Suge Knight et son équipe ont fait une visite surprise. Le tournage a dû être interrompu et 50 Cent a fait face à Suge, mais rien n'a été dit. Suge a fumé un cigare, a soufflé la fumée et est parti sans problème. La situation était tendue, mais 50 Cent l'a bien gérée, évitant que la situation ne dégénère. Suge Knight était connu pour sa dureté en affaires. Il a un jour obligé un cadre rival à se déshabiller et s'est promené nu dans les bureaux. Même dans des situations moins intenses, il créait un sentiment de menace, par exemple en demandant à un garde du corps de montrer une arme pendant les négociations. Dans cet environnement difficile, Knight a utilisé son pouvoir pour faire attendre les gens et éviter de payer les dettes. La peur de la violence faisait que les gens hésitaient à parler ou à impliquer les forces de l'ordre dans le contrôle des pratiques douteuses. Malgré les difficultés, Knight a réussi à collaborer avec des acteurs majeurs de l'industrie du divertissement. Death Row Records a reçu le soutien financier d'Interscope et s'est ensuite associé à Universal, qui a acquis la moitié du label. Knight a eu un conflit important avec Puff Daddy. La querelle s'est aggravée en août 1995 lorsque Knight a publiquement critiqué Puff Daddy pour s'être immiscé dans le travail d'autres artistes. Pour régler leurs différends, Conrad Tillar, le ministre du hip-hop de la Nation of Islam, est intervenu en tant que médiateur entre Puff Daddy et Knight. Tillar a encouragé Knight à mettre fin à la querelle et a organisé la sécurité de sa mosquée pour protéger Puff Daddy, qui faisait l'objet de graves menaces de mort de la part de personnes liées à Knight. Regardons ce qui est arrivé à Dr. Dre après avoir quitté Suge Knight et Death Row Records. Les conséquences. Après avoir quitté Death Row Records, Dr. Dre a fondé sa propre maison de disques, Aftermath Entertainment. Cette initiative a été accueillie avec scepticisme et a fait sourciller l'industrie. Beaucoup se demandent s'il peut reproduire le succès qu'il a connu chez Ruthless et Death Row Records. Personne ne savait que Dr. Dre était sur le point de s'embarquer dans une aventure qui allait consolider son statut de véritable génie musical. L'un des premiers triomphes d'Aftermath Entertainment a été la production du tube emblématique No Diggity de Blackstreet. Le son caractéristique du Dr. Dre, caractérisé par des grooves doux et des rythmes contagieux, complétait parfaitement les voix pleines d'âme du groupe. Sorti en 1996, No Diggity est devenu une sensation instantanée, dominant les ondes et se classant en tête des palmarès. Le mélange irrésistible d'éléments R&B et hip-hop de la chanson met en évidence la polyvalence du producteur Dr. Dre. Alors qu'Aftermath Entertainment continue de prendre de l'ampleur, l'influence de Dr. Dre dans l'industrie croît de façon exponentielle. Des artistes de tous les horizons du monde de la musique font appel à ses compétences en matière de production, désireux de profiter de sa touche magique. L'une des collaborations les plus remarquables de cette période a été celle avec l'étoile montante Eminem. Dre a reconnu le talent brut d'Eminem et sa capacité unique à raconter des histoires. Et ensemble, ils ont conçu l'album révolutionnaire The Marshall Mathers LP. Sorti en 2000, l'album a été un succès commercial et critique, récompensé par plusieurs Grammy Awards. La production de Dr. Dre sur des titres comme
The Real Slim Shady et Stan a démontré sa capacité à créer des sons diversifiés qui complètent parfaitement les prouesses lyriques d'Eminem. Alors qu'Aftermath Entertainment prend de l'ampleur, l'art de Dr. Dre s'épanouit. En 1999, il sort un album très attendu, simplement intitulé 2001. Cet album est un retour triomphal à ses racines gangsta rap, avec des rythmes percutants, des accroches contagieuses et des collaborations avec certaines des plus grandes stars de l'industrie. 2001 est devenu un classique instantané, consolidant le statut de Dr. Dre en tant qu'icône du rap. Fort du succès de Slim Shady LP, Dr. Dre a continué à produire pour Eminem sur les albums suivants, notamment The Marshall Mathers LP et The Eminem Show. Ces albums ont consolidé le statut d'Eminem comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps et ont mis en évidence la polyvalence de Dr. Dre en tant que producteur. Des rythmes percutants de Forgo About Dre aux mélodies introspectives de Stan, leurs collaborations ont repoussé les limites du hip-hop et laissé une marque indélébile sur le genre. Cependant, Eminem n'est pas le seul artiste à bénéficier des prouesses de production de Dr. Dre. Une autre collaboration notable a été celle avec 50 Cent. Dre a reconnu le talent brut et le style unique de 50 Cent, et ensemble, ils ont conçu l'album Get Rich or Die Tryin'. Sorti en 2003, l'album est devenu un classique instantané, catapultant 50 Cent vers la célébrité et consolidant la réputation de Dr. Dre. Le talent de Dr. Dre pour créer des chansons accrocheuses sur des rythmes puissants, comme le montrent des titres tels que In Da Club et Pimp, a rencontré un vif succès auprès des auditeurs. Le succès de l'album a prouvé qu'il pouvait adapter son style à différents artistes tout en conservant un son unique. Dr. Dre ne s'est pas arrêté à Eminem et 50 Cent. Il a travaillé avec de nombreux artistes, ce qui a eu un impact considérable. De nombreux musiciens, connus ou nouveaux, ont voulu bénéficier de sa touche particulière. Ces collaborations vont de Mary J. Blige et Kendrick Lamar à Gwen Stefani et Anderson .Paak, ce qui témoigne de son influence sur l'ensemble de l'industrie musicale. Dre n'a pas seulement marqué la musique en tant que producteur et rappeur, il a aussi changé la donne dans le monde des affaires. Il a cofondé Beats Electronics en 2008 avec Jimmy Iovine dans le but de fabriquer des casques et des haut-parleurs de qualité supérieure, esthétiques, utilisant des technologies de pointe et offrant un son exceptionnel. Cette initiative a révolutionné le secteur de l'audio et est devenue un véritable phénomène culturel. L'entreprise a établi une nouvelle norme en associant style, technologie et qualité sonore supérieure. Beats Electronics est devenu populaire, notamment auprès des mélomanes et des célébrités. L'élégant logo B est devenu un symbole de mode et de qualité sonore, porté par les athlètes, les musiciens et les personnes branchées du monde entier. Le succès de Beats Electronics a démontré le talent de Dr. Dre pour repérer les tendances et fabriquer des produits qui plaisent aux gens. En 2014, le géant de la technologie Apple a reconnu la valeur de Beats Electronics et a racheté l'entreprise pour la somme astronomique de 3 milliards de dollars. Cette acquisition a renforcé le statut d'entrepreneur avisé de Dr. Dre et lui a permis d'entrer dans l'histoire des affaires. Sa capacité à créer une marque à partir de rien et à en faire un phénomène mondial témoigne de son sens des affaires et de sa vision. Voyons à quoi ressemble sa vie en dehors de la musique et des affaires. À l'âge de 16 ans, Dre devient père pour la première fois. Sa petite amie de l'époque, Cassandra Joy Green, a donné naissance à leur fils, Curtis. Cette responsabilité précoce a ouvert la voie aux défis qui allèrent suivre. En 1983, Dre s'engage dans une relation avec Lisa Johnson. Ensemble, ils ont eu une fille nommée Latanya Danielle Young. Mais leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Au cours de leur relation, ils ont eu 3 autres filles. Cependant, le parcours de Dre dans la paternité est loin d'être facile. Il a eu un autre fils, Andre Young Jr., avec Jenita Porter, qu'il a ensuite poursuivi en justice pour obtenir une pension alimentaire. Cette bataille juridique a rendu la vie personnelle de Dre encore plus complexe. Mais ce ne sont pas seulement ces relations amoureuses qui ont amené des enfants dans la vie de Dre. Pendant sa relation avec le chanteur Michel, qui a duré de 1987 à 1996, ils ont eu un fils prénommé Marcel. Ce rebondissement inattendu a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de Dre qui n'a cessé d'évoluer. Il a également fait l'objet d'accusations troublantes de violence à l'encontre de femmes qui l'ont hanté tout au long de sa vie. L'un des incidents les plus notoires s'est produit en 1991, lorsque Dre a agressé l'animatrice de télévision Dee Barnes. Mais Dee Barnes n'était pas la seule femme à accuser Dre d'abus. Michelle Le, son ancienne petite amie, a fait part d'allégations de violence domestique au cours de leur relation. Ces allégations ont mis en lumière un modèle de comportement profondément troublant dans la vie personnelle de Dre. Une autre ex-petite amie, Lisa Johnson, a fait des allégations encore plus choquantes. Elle affirme que Dre l'a agressée physiquement alors qu'elle était enceinte, ce qui l'a amené à obtenir une ordonnance d'éloignement à son encontre.
Ces révélations dressent le portrait inquiétant d'un homme capable d'une extrême violence. Les accusations ne s'arrêtent pas là. Terry B, une ancienne camarade de label, accuse Dre de l'avoir agressé lors d'une soirée, ce qui renforce encore les accusations portées contre lui. Ces incidents ont révélé une facette sombre de la personnalité de Dre, longtemps restée cachée aux yeux du public. Lors d'interviews, Dre a abordé son comportement abusif passé, exprimant des remords et présentant des excuses pour ses actions. Cependant, les cicatrices laissées par ces actes violents continuent de hanter sa réputation. Par ailleurs, des problèmes juridiques et des poursuites en matière de droits d'auteur ont émaillé sa carrière. Il s'est retrouvé impliqué dans un litige avec Lucasfilm, la célèbre société de production cinématographique. Les détails de ce procès restent mystérieux, mais ils viennent s'ajouter au drame juridique qui entoure la carrière de Dre. Le Fatback Band, un groupe de funk et de R&B, a intenté une autre action en justice pour violation des droits d'auteur. Ils accusèrent Dre d'avoir prélevé des échantillons de leur musique sans autorisation, ce qui a donné lieu à une bataille juridique sur les droits de propriété intellectuelle. Mais les questions de droits d'auteur n'ont pas été les seuls problèmes juridiques auxquels Dre a dû faire face. Il a également été poursuivi pour plagiat par un musicien de jazz français. Les échantillons non crédités et l'utilisation non autorisée de la musique sont devenus un thème récurrent dans les batailles juridiques de Dre. Outre les procès sur les droits d'auteur, Dre a eu d'autres problèmes juridiques qui ont fait la une des journaux. Il a été arrêté pour coups et blessures. En outre, il a été impliqué dans une course-poursuite avec la police, ce qui a encore terni sa réputation. Les ennuis judiciaires de Dre ne se limitent pas à sa vie privée. Il a également été impliqué dans un incident au cours duquel il a été poignardé lors d'une cérémonie de remise de prix. En outre, il a fait l'objet de poursuites en diffamation pour le film Straight Outta Compton, qui a mis en lumière les controverses entourant sa montée en puissance. Dr. Dre a également perdu un dépôt de marque et a été condamné à payer des redevances à un ancien partenaire pour sa participation à la conception des écouteurs Beats. En 2020, la seconde épouse de Dre, Nicole Plotzker-Young, demande le divorce. La procédure de divorce s'accompagne d'allégations explosives de violences verbales et d'infidélité, ce qui ternit encore l'image publique de Dre. Mais les controverses ne se sont pas arrêtées avec le divorce. Dre a été accusé de négliger sa fille aînée, qui s'est exprimée sur le fait qu'elle était sans abri et sans soutien de la part de son père. La réputation de Dre a été mise à mal par des accusations de violence envers les femmes et des révélations sur des problèmes familiaux. Les gens sont aujourd'hui confrontés aux aspects négatifs du personnage du magnat de la musique et s'interrogent sur l'impact de ses actions. Au-delà de ces controverses, Dr. Dre a également apporté d'importantes contributions philanthropiques tout au long de sa carrière. Il a été un fervent défenseur de l'éducation et a fait des dons généreux à diverses causes. Son engagement à rendre l'appareil et à soutenir les communautés a eu un impact durable sur d'innombrables vies. Les efforts philanthropiques de Dr. Dre se sont également étendus à la musique. Il a soutenu des artistes émergents et leur a donné l'occasion de montrer leur talent. Son mentorat et ses conseils ont contribué à façonner la carrière de nombreux musiciens en devenir, garantissant ainsi la pérennité de la grande musique. Outre ses activités philanthropiques, Dr. Dre a également utilisé sa plateforme pour sensibiliser le public à des questions sociales. Il s'est exprimé sur le besoin de changement et a utilisé son influence pour mettre en lumière des causes importantes. L'engagement du Dr. Dre à utiliser sa plateforme pour le bien témoigne de son caractère et de son désir d'avoir un impact positif sur le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.